Bienvenue dans l'émission Les métiers de l'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de vigneron et nous essaierons de répondre à deux questions essentielles. Comment aujourd'hui les vignerons s'adaptent au goût des consommateurs et peut-on protéger efficacement les vignes contre les maladies, les ravageurs, en minimisant les impacts sur l'environnement? Pour répondre à ces interrogations, je ne serai pas seul et j'aurai à mes côtés Monsieur Bruno Verret qui dirige une exploitation viticole en Bourgogne près d'Auxerre et il est issu d'une famille viticole qui cultive donc la vigne depuis 1750. Bonjour Bruno. Bonjour. Et bien sûr, Eric Leborgne, notre Bonjour. spécialiste en sciences et en environnement. Alors, première question, quelles sont les nouvelles tendances, les goûts qui sont les plus recherchés dans le vin aujourd'hui? C'est des tendances qui se dessinent sur du long terme et en fait, on va chercher tout le temps de l'équilibre et le curseur de l'équilibre va changer. Par exemple, avant on était sur des choses très sucrées, dans certaines régions on reste sur des choses très sucrées. Aujourd'hui, sur la Bourgogne, on va venir sur des choses plutôt sur des côtés flatteurs avec un équilibre marqué avec les acidités des sucres. On est une région où le sucre n'est pas autorisé, donc on n'a jamais de sucre résiduel ici. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'ajouter du sucre? Si, on a le droit d'ajouter du sucre pour qu'il fermente. Mais on n'a pas le droit de garder des sucres en fin de fermentation, comme peut le faire l'Alsace ou les vins liquoreux dans le sud de la France ou dans la Loire. Nous, c'est toujours des vins secs. Donc, on va chercher, par la maturité des raisins, la rondeur du vin équilibré avec une acidité va marquer quand même les vins. Et donc, on va surveiller sur toute la période culturelle l'évolution des sucres et l'évolution des acides. Et comment vous faites alors pour surveiller l'évolution des sucres? Alors, on a la méthode où on va prendre une baie de raisin et on va regarder la quantité de sucre qu'il y a dans cette baie de raisin avec un réfractomètre. D'accord. Et autrement, on fait des prélèvements dans les vignes qu'on fait analyser en laboratoire, qui va nous donner la quantité de sucre, le pH, l'acidité totale et l'acide malique. Et puis voilà, déjà c'est pas mal. L'acide malique, c'est l'acide le plus présent, c'est ça? Non, pas forcément. C'est un acide qui est un beau marqueur de maturité parce qu'il va bien chuter. En fait, plus le raisin va être mûr, plus il va chuter. Et c'est un acide qu'on va complètement perdre lors d'une deuxième fermentation qui est pas on appelle ça une fermentation, mais c'est pas une vraie fermentation. C'est la fermentation malolactique, qui est une dégradation de l'acide malique en acide lactique, donc des acidifications naturelles par des bactéries lactiques. D'accord, c'est un acide qui est moins fort que l'acide précédent? L'acide lactique est moins fort que l'acide malique. Voilà. D'accord. Donc on perd une liaison CO2, c'est COOH. Et il y a dégagement de gaz carbonique. Ok, parce que nos auditeurs sont pas des experts en chimie, donc ouais. Faut qu'on reste quand même assez simple. Et je crois qu'il y a un lien entre le niveau de sucre aussi et le moment de la récolte. Ah ouais, l'une des bases principales, c'est-à-dire que légalement parlant, par appellation, on a un niveau de sucre minimum à avoir. Donc, même dans nos cahiers des charges, on a obligation de justifier le fait qu'on a contrôlé nos maturités avant d'aller en vendange, pour justement éviter d'avoir des acidités trop présentes et éviter d'avoir à chaptaliser. Chaptaliser, ça veut dire apporter du sucre pour compenser le manque de sucre naturel et avoir un degré d'alcool suffisant. Vous ressentez déjà les réchauffements climatiques aussi dans votre région en Bourgogne sur la précocité de la maturité du raisin? Ouais, clairement. Alors moi, je suis viticulteur depuis 25 ans. Mes parents n'ont jamais vendangé réellement au mois d'août. Moi, sur 25 ans, ça fait 6 fois qu'au vendange, on démarre les vendanges au mois d'août. Il y a une baisse énorme du niveau de chaptalisation. Avant, on avait droit à 2 degrés potentiels d'apport de sucre. Aujourd'hui, la moyenne va être autour de 0,5, quoi. Et comment est-ce que vous arrivez à jouer sur l'acidité du vin alors? Alors sur l'acidité du vin, on est autorisé à désacidifier s'il fallait ou à acidifier, qui se fait très très rarement. L'acide est quelque chose qu'on va rechercher aussi parce que c'est un conservateur, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre au vin de se garder. Il y a des appellations qui revendiquent comme typicité la nervosité et l'acidité. C'est souvent des manques de maturité de raisin, des vignes trop chargées, et donc des acidités vachement marquées. On recherche pas l'acidité, on cherche l'équilibre. Il faut qu'il y ait de la richesse dans le vin, il faut que le vin soit souple, mais il faut qu'il soit souligné par quelque chose. Si on avait quelque chose de très souple, en fait, ça serait... fade? Ouais, fade et un peu comme du sirop, ça aurait guère d'intérêt. Il faut quand même qu'on ait toujours ce côté un peu peps derrière qui viennent souligner la richesse du vin au départ. Est-ce que vous voyez une évolution dans ce que recherchent les
les clients, le public plus jeune aussi? La plus grosse évolution, je pense qu'elle se fait au fur et à mesure de l'évolution du consommateur. Chercher des vins plus sur la richesse et la puissance, voire sur les blancs, sur le côté sucré. Et plus on va évoluer dans son parcours de dégustateur, plus on va chercher des choses dans l'élégance, la fraîcheur et la délicatesse. C'est comme un enfant. Au départ, l'acidité et l'amertume, ça plaît pas chez un petit enfant. Et au fur et à mesure de l'évolution des goûts, c'est des goûts qu'on va accepter, voire rechercher. Et dans le terroir, il y a la richesse du sol au niveau géologique, mais il y a aussi la richesse du sol au niveau des micro-organismes qui sont là, non? Voilà. Donc comment on fait pour le travailler ça? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus, parce que les connaissances évoluent bien, parce que le matériel évolue, parce qu'on est de plus en plus préoccupé par ça, par la force des choses et par notre volonté propre. Pendant longtemps, on n'y a guère prêté attention, parce qu'on sort d'une période de l'après-guerre où la volonté était juste la production, il fallait juste produire. L'industrie des produits phytosanitaires ont apporté la facilité, parce que tout à coup, entre les engrais et les produits de traitement, on arrivait à produire. Alors, c'est des choses qu'on connaissait pas forcément avant. On produisait pas forcément tous les ans des beaux raisins et tous les ans, même pas tous les ans des récoltes. Aujourd'hui, on sait produire, on essaie de comprendre et on s'aperçoit qu'on a perdu durant toutes ces années le contact avec le sol, la vie dans le sol. Donc, on revient énormément là-dessus en retravaillant les sols, en amendant les sols et en essayant de comprendre mieux la vigne pour vraiment faire des vins de terroir, quoi. On est dans des zones, pour ma part, je suis dans une zone d'appellation de grand terroir et on peut pas se détacher de ce terroir. Donc c'est notre richesse première et à nous de l'exploiter au mieux, quoi. Et vous, comment est-ce que vous agissez concrètement alors pour redynamiser le sol, pour le rendre vivant? Par le travail du sol. C'est quoi? Les labours. Avant, on est passé d'une période ultra désherbant à une période où on désherbe quasi plus, voire plus du tout, où on fait plus que du griffage. On est passé d'une période où un mauvais viticulteur était celui qui avait 3 pieds d'herbe dans une vigne. Aujourd'hui, un mauvais viticulteur est celui qui en a plus du tout. Donc, ouais, Ça a beaucoup évolué du coup. En à peine une génération, ouais. À peine une génération. Il y a eu des choses qui ont poussé à ça aussi, quoi. Il y a eu des excès dans tous les sens. Il y a eu des produits qui ont été mis sur le marché à un moment qui ont failli anéantir tout le vignoble. Mais voilà, après on s'est aperçu que quand chacun a pris conscience que l'important c'était pas forcément l'herbe qu'il y avait sur le sol, mais ce qu'on arrivait à sortir du sol, quoi. Donc à nous de travailler avec l'herbe et d'utiliser ce sol au mieux, quoi. J'ai une question au sujet de la vinification. Nos élèves ont travaillé sur la transformation des sucres en alcool grâce à des micro-organismes comme des levures. Et je voulais savoir comment ça se passait concrètement dans une viticulture. Ça se passe à peu près comme vous l'avez fait. Le travail du vinificateur va consister juste à bloquer l'état du raisin, de passer de jus de raisin à son état final qui est le vinaigre. Donc on va essayer de le capter au moment où il est en vin. La plupart du temps, on utilise des levures sèches actives, donc qui sont grosso modo comme des levures de boulanger. Hein, c'est la variété, c'est Saccharomyces cerevisiae. C'est sélectionné en fonction de ce qu'on veut leur faire faire. Est-ce qu'on veut qu'il y ait du fruit? Est-ce qu'on veut apporter moins d'alcool? Voilà, il y a des orientations pour chaque variété de levure qu'on peut utiliser. Et excusez-moi, vous n'êtes pas gêné avec les levures naturellement présentes déjà à la surface du raisin? Alors, moi par exemple, j'utilise que de la levure indigène, donc j'apporte pas de levure extérieure. On n'est pas gêné si on apporte de la levure du commerce, parce qu'en fait la quantité qu'on apporte tellement rapidement va tout de suite coloniser l'ensemble de la cuve et va s'occuper de tout. En plus, c'est des levures qui ont un système killer, c'est-à-dire qu'ils vont tuer tout le reste des colonies et s'imposer. Et en plus, c'est des levures qui sont sélectionnées pour conduire une fermentation à bien. Sur de la levure indigène, comme moi, on va commencer avec une variété de levure qui va pouvoir travailler avec beaucoup de sucre et avec des températures plus basses. Après, quand il va y avoir un peu plus d'alcool, elles vont patiner, et puis ça va être une autre variété de levure qui va se mettre en place.
Et donc, on va travailler sur une fermentation. Donc, les fermentations vont être forcément beaucoup plus longues. Par contre, on va travailler avec des levures, des variétés de levures beaucoup plus importantes. Donc, ça, c'est ce qu'on va chercher pour amener de la complexité au vin. La grosse différence qu'on a par rapport à ce que vous avez pu faire en cours, c'est que nous, les volumes sont beaucoup plus conséquents. C'est-à-dire qu'une cuve à peu près standard, c'est 100 hectos, soit 10 000 litres. Et donc, le problème d'une levure, c'est qu'une levure, c'est à l'aise autour de 36 degrés. Donc au départ, si vous commencez à 20 degrés, le pied de cuve, quand on va réhydrater ces levures sèches actives, on va le mettre à 37 degrés, et après on va les mettre, et petit à petit ça va coloniser. On va démarrer à 20 degrés, et si on fait rien, les levures vont monter à 40, 42, 43 degrés, et la chaleur va les tuer. Donc en fait, nous, tout le boulot, notre équipement nous permet de maintenir les levures autour de 20 degrés, pour que la fermentation se fasse pas trop vite et qu'on puisse avoir des vins équilibrés et que la fermentation se conduise correctement. Ça veut dire qu'ils sont refroidis alors? Ouais. Elles sont refroidies. Avant, c'était juste un système d'arrosage des cuves. Ouais. Et maintenant, on a des systèmes d'échangeurs d'eau froide à l'intérieur des cuves ou sur les parois extérieures avec des groupes à froid. D'accord. C'est marrant, nous on a plutôt chauffé. Ouais, au départ, mais une fois que c'est lancé, c'est parti, quoi. Et puis la grande dangerosité, nous qu'on a en cave, ça que vous avez peut-être pas pris conscience sur un petit volume, c'est que c'est des dégagements de gaz carbonique énormes et qui peuvent être source et qui sont source tous les ans d'accidents mortels, quoi. Ah ouais. Clairement. Ah oui. Le gaz carbonique prend complètement la place de l'air, ou c'est quoi l'accident? Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans 99% des cas, les caves sont enterrées. Et oui, donc ça reste au fond. Voilà, le gaz carbonique est plus lourd que l'oxygène, donc dégagement de gaz carbonique. Hein. Quelqu'un descend dans la cave, il s'en rend pas compte tout de suite, et au moment où il s'en rend compte, il est trop tard pour ressortir, quoi. Et c'est 10 secondes. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu chez moi d'accident mortel, mais il y a même des fois, on pense à autre chose, on descend dans la cave, on descend d'un seul coup, et arrivé en bas, on n'a plus d'oxygène. Ouais. Donc il faut avoir le réflexe tout de suite de pas paniquer parce que sinon on augmente le rythme cardiaque et l'activité respiratoire. Donc il faut arriver à ressortir calmement pour arriver à ce que ça se passe bien, quoi. Alors comme pour beaucoup de cultures, la vigne également a ses parasites. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents parasites auxquels est confronté le vigneron? On a des gros parasites comme on peut avoir des gros chenilles, ce qu'on appelle les manches-bourgeons. Les pires, c'est à peu près ceux qu'on voit pas, par exemple, Phylloxera. Et en fait, on a appris à vivre avec en plantant des vignes greffées soudées. C'est-à-dire que la partie enterrée dans le sol est une partie qui accepte ce puceron. Est-ce qu'il venait d'Amérique? Ouais, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le bois américain. Parce que on s'est aperçu que ça venait d'Amérique et on s'est aperçu qu'eux avaient des vignes. Donc à un moment, on se dit, s'ils ont le puceron et qu'ils ont des vignes, c'est qu'ils ont la façon de vivre avec. Donc on a récupéré du bois chez eux pour mettre dans le sol avec nos cépages en extérieur. Mais voilà, la France entière vit qu'avec des vignes en greffé soudé. Il existe dans le monde quelques régions qui sont encore en franc de pied. Il n'y a pas de le phylloxéra n'est pas encore présent. Mais voilà, c'est des choses aujourd'hui on arrive à maîtriser. Après il y a toujours le mildiou qui est une algue, l'odium, le botrytis qui est la pourriture, c'est un champignon. Voilà, plus je sais pas si vous avez entendu parler de la flavescence dorée ou de la mouche Suzuki. Voilà, c'est les deux derniers qu'on a en date qui sont des vrais problèmes pour nous, quoi. Des choses qu'on connaissait pas et qui posent des beaux problèmes de qualité. Ouais. Est-ce que vous êtes confronté aussi à la résistance de certains parasites ou champignons face aux pesticides? Pas tant que ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à être très raisonné sur les traitements et on n'est pas confronté directement à la résistance des parasites, à la résistance des herbes, désherber avant de façon un peu simple avec du glyphosate ou d'autres produits comme ça, et aujourd'hui qui se montrent très résistants. Donc qui nous montrent aussi qu'il faut prendre le problème à bras le corps, essayer de comprendre comment ça fonctionne, limiter les doses et puis le faire juste au bon moment, quoi. Parce que la difficulté, c'est donc de préserver le sol tout en traitant contre les parasites, c'est ça? Le sol, moins on va lui en apporter, mieux il va se porter. Après, sur ce qui est désherbant, c'est à mon avis ce qui a le plus d'impact, hein, sur les sols et sur la vie et sur les terroirs.
C'est aussi celle qui est la plus complexe aujourd'hui à traiter parce qu'on n'a pas de solution. Et la seule solution, c'est l'huile de coude, il faut du personnel. Avant, le désherbant était quelque chose de facile, un coup de désherbant, on ne peut rien pousser. Aujourd'hui, il faut faire avec le temps, avec le matériel, avec la portance des sols, la facilité de marche aussi du personnel. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un sol qui a toujours été désherbé, le sol est dur et propre. Quand on est sur des sols labourés, le sol est meuble et souvent couvert d'herbe. Et on entend beaucoup parler donc du glyphosate qui est en passe d'être interdit. Qu'est-ce que vous en pensez? À terme, il faut qu'il soit interdit. De toute façon, il le sera. Si c'est pas bon, on n'a pas lieu de le conserver. La problématique, c'est qu'on ne sait pas comment faire autrement aujourd'hui, qui est en même temps triste, mais c'est peut-être pas un si mauvais produit que ça, mais il est souvent utilisé n'importe comment. Alors aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience que les êtres vivants apportent des services écologiques, comme par exemple les animaux du sol vont participer à la formation du sol, au cycle de la matière, vont participer également à l'aération du sol. Les insectes pollinisateurs qui vont être très importants aussi pour permettre aux végétaux de se reproduire, ou également d'autres êtres vivants également sont importants pour la régulation des parasites en tant que prédateurs par exemple. C'est un vrai souci, la préservation de la diversité, de la biodiversité. C'est un vrai souci qui rentre pas dans le cahier des charges du bio par exemple. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être en bio, on a le droit de labourer, on a le droit de traiter au sulfate de cuivre, et on a le droit de couper tous les bois qui est autour de chez soi, de gratter tout le temps et de pas laisser d'herbe dans les sols, voilà. C'est ce qui me gêne un peu dans ce label bio, ce manque de réflexion jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que pour moi, l'agriculture bio, c'est celle qui va plus loin que sa production et qui doit aussi encadrer son environnement. Nous, on se fait un devoir depuis quelques années d'environner toutes les parcelles plantées d'arbres ou de choses comme ça. Et en plus, on sait aujourd'hui toute l'importance de cette biodiversité. On fait des comptages occasionnellement de faune. Il y en a eu un à côté de chez nous il n'y a pas très longtemps. On relevait, je crois que c'était 80 variétés différentes entre les insectes, les souris, les lapins, les lièvres, tous les animaux, les oiseaux. Voilà. Et c'est ce qui est fascinant dans notre métier, quoi. Et il existe des labels bio qui vont plus loin que simplement le bio. Par exemple, moi je pensais à le label Biocohérence qui était dans la limitation ou voire l'interdiction également du sulfate de cuivre par exemple. Alors après, il y a des labels justement, mais qui restent toujours dans cette notion de production. Après, il y a un label qui existe qui s'appelle HVE, haute valeur environnementale, qui va plutôt être que sur l'environnement justement. Et à côté de ça, qui va permettre l'utilisation de glyphosate si on veut, mais pas sur l'ensemble de la parcelle. C'est-à-dire que voilà, ça va être du raisonné labellisé. Mais par contre, ils vont entrer en compte le fait qu'on laisse des bosquets, qu'on fait des choses, qu'on traite nos déchets correctement, le traitement des déchets, et pas quelque chose qui rentre dans les labels bio. Est-ce que tu penses qu'il y a de la désinformation par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires? C'est comme tout combat médiatique, c'est-à-dire que les pros phyto vont dire que il n'y a pas de problème, on en a toujours fait, et ça se passait bien. Moi, je peux te faire les deux, c'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, le glyphosate, mon père, il en mettait, et tu vois, entre le petit déjeuner et le repas de midi, j'avais touillé avec les bras les bidons de glyphosate avant de les incorporer dans les bidons de traitement. Et voilà, et puis ça a choqué personne à l'époque, et puis jusqu'il y a 5-6 ans, on n'avait pas de problème, il n'y avait pas de notion de délai de réentrée dans les vignes, c'est-à-dire que des fois on traitait les vignes, le personnel était dans la vigne. Aujourd'hui, il faut entre 24 et 48 heures après un traitement pour rentrer, pour laisser les gars dans les vignes, quoi. Donc, il y a des prises de conscience. Dans l'autre sens, tout le monde dit oh là, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, et ils sont prêts à faire n'importe quoi sur d'autres secteurs. Donc la vérité se trouve au milieu de tout. Mais le glyphosate est certainement pas un très bon produit. Il y a plein de produits qui sont décriés parce qu'ils font partie de la famille phyto. Après, c'est pas non plus des dangers ambulants non plus, quoi. À partir du moment où ça reste raisonné, utilisé dans des doses
intelligente et par des personnes intelligentes. Le problème que l'on a, c'est qu'on est dans un pays où il y a une réglementation assez forte, alors que dans de nombreux autres pays, des produits interdits depuis longtemps en Europe sont toujours autorisés. C'est bien pour ça que une partie de l'agriculture et de la viticulture française verrait d'un mauvais œil le fait qu'on interdise le glyphosate alors qu'il serait autorisé en Espagne ou en Italie ou dans d'autres pays comme ça. Eric, tu voulais proposer des solutions peut-être qui étaient envisageables? Oui. Donc on va aborder les solutions trouvées sur Internet qui concernent la vigne, des idées pour utiliser moins de pesticides ou peut-être pas du tout. Par exemple, on parle des travaux en verre qui servent normalement à contrôler la vigueur de la vigne, mais qui peuvent s'avérer également efficaces contre la contamination par le mildiou. Par exemple, les pantrages qui consistent à enlever les rameaux sans fruits pour éviter justement l'installation de maladies, ou les feuillages qui permettra également au niveau des grappes de raisin d'aérer la grappe et d'éviter également des traitements anti-pourriture. Est-ce que c'est des choses qui existent déjà, qui sont déjà réalisées dans le but d'utiliser moins de produits? L'utilisation de moins de produits, c'est une conséquence, mais par exemple, moi, c'est 100% de mon vignoble qui est conduit comme ça. Et chez la plupart des mecs qui font un peu de vin de qualité, c'est le cas. C'est-à-dire que le meilleur élément bio qu'on puisse connaître, c'est le vent et le soleil. C'est-à-dire que quand on parle de mildiou, odium, black rot, botrytis, c'est des maladies qui ont besoin d'humidité et d'un côté un peu confiné pour se développer. À partir du moment où il y a du vent et un peu de sec, on n'est plus contaminé par ça. Donc c'est ce qu'on va chercher clairement. Alors là, on revient toujours sur le même problème, c'est-à-dire que il faut accepter d'envoyer les mecs dans les vignes, mais par contre, qualitativement parlant, on s'y retrouve clairement, quoi. Alors j'ai vu, on en parlait tout à l'heure également, les parcelles qu'on laisse enherber pendant l'hiver, avec possibilité aussi chez certains de mettre du seigle, de l'avoine qui ont un fort système racinaire qui permettra également d'aérer le sol. Et c'est des choses qui se développent de plus en plus. Ça se développe assez peu dans notre région, pour la simple et bonne raison que nous, on est en vigne étroite. C'est-à-dire que entre deux rangs de vignes, on a entre 1 mètre et 1 mètre 30. Donc c'est des surfaces et des places qui sont assez compliquées à cultiver et à gérer. Mais je pense qu'on va y aller de plus en plus parce que ça, c'est aussi une alternative justement à l'utilisation des herbages. On peut trouver un intérêt justement plutôt que de désherber à cultiver cette partie-là. Et en plus, si on peut apporter une forme d'engrais vert, ça serait un peu idiot de pas aller à fond dedans, quoi. Oui, ça permet de plus de lutter contre l'érosion des sols. Je sais pas si en Bourgogne, c'est quelque chose qui touche les viticulteurs. Ah ouais, érosion des sols, on en a, mais nous, la grosse problématique d'érosion des sols, c'est les gros orages d'été, quoi. Donc là, pour le coup, c'est encore autre chose, quoi. Il faudrait c'est une période où il faut pas qu'on ait trop d'air parce qu'on arrive en concurrence avec la production. Mais voilà, on peut pas non plus laisser les sols nus. Donc là, c'est sur ces périodes-là qu'on a une vraie problématique de gestion de l'herbe. C'est-à-dire qu'il faut pour arriver à tenir les sols et à générer du sol, mais il n'en faut pas trop pour éviter de créer de la concurrence. Il existe un robot, un petit rover, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui fonctionne au solaire et qui permet d'aller couper comme ça l'herbe. C'est plus le gadget en ce moment que vraiment robot. Parce que pour les particuliers, c'est vrai que ça se développe et peut-être que pour les professionnels aussi, de nouvelles machines arriveront sur le marché. On compte dessus, clairement. Déjà parce qu'on n'a pas forcément suffisamment de main-d'œuvre. Après, les batteries, aujourd'hui, sont une endurance suffisante. Alors, autre peut-être future solution que j'ai pu observer et entendre à la télévision, c'est le laboratoire Eminrise Technologies qui est basé près de Bordeaux, qui a découvert une algue microscopique qui en étant pulvérisée apparemment sur les vignes permettrait en produisant des substances d'éliminer le mildiou. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Et d'après l'entreprise, le produit pourrait être sur le marché d'ici peut-être moins de 5 ans. J'ai pas entendu, mais ce serait pas la première fois que des matières organiques et végétales viennent à la rescousse de maladies. Juste,
Quand j'étais jeune, je me disais, voilà, avec la science, bientôt on n'aura plus de problème et on saura produire tout. Si on se sauve du mildiou, on créera autre chose, quoi. Il y aura un autre problème, une autre problématique qui arrivera. Mais il existe certainement des matières actives dans la nature qu'on connaît pas encore et qui viendront nous aider. Ça, c'est sûr. C'est vrai que ça rejoint un petit peu la solution de la lutte biologique qui consiste à mettre dans un champ un prédateur d'animaux ravageurs de la vigne. Alors par exemple, j'ai vu que les larves de chrysopes sont des prédateurs de nombreux animaux, comme des pucerons, alérodes, des chenilles. Et une étude a été menée en 2005-2008 en Bourgogne et concluait que des lâchers annuels de chrysopes limiteraient le développement des cochenilles. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisé ou c'est anecdotique? C'est possible que je connais pas. Ça, je connais pas non plus. Par contre, nous, ce qu'on utilise, par exemple, on a une problématique qui est le ver de la grappe. En fait, c'est un ver qui fait des trous dans les raisins pour prendre ses œufs, qui déclenche la pourriture au bout. Et depuis un paquet d'années, au lieu de traiter à l'insecticide pour tuer ces vols de papillons, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la confusion sexuelle. C'est-à-dire qu'on attache des pastilles de phéromones qui vont perturber en fait les mâles, qui vont pas trouver les femelles, et donc s'ils trouvent pas les femelles, il y aura pas de ponte d'œufs. Alors je vais expliquer pour les élèves. Alors normalement, chez beaucoup d'insectes, les femelles vont libérer des phéromones qui vont permettre aux mâles de savoir où se trouvent les femelles. Et à ce moment-là, quand le viticulteur met ses capsules avec les phéromones, ça entraîne une confusion pour les mâles qui ont du mal à trouver les femelles. Ça, c'est une réelle efficacité qui est utilisée depuis bon nombre d'années. Nous, par exemple, sur le village, on est en train de s'entendre par grands secteurs, donc des secteurs de 25-30 hectares. Parce que si on le fait tout seul sur un hectare, au milieu de 25 hectares de vignes, ça sert à rien. Donc, on est en train de s'entendre justement sur des gros secteurs pour arriver à le faire tous ensemble et tous en même temps. Alors, autre chose aussi, j'ai pu voir, c'était les OAD, les outils d'aide à la décision. Alors, qui sont des outils mis à disposition des viticulteurs pour adapter les quantités de pesticides utilisés. Donc ça repose sur des modèles mathématiques qui permettent d'avoir des indicateurs sur les risques d'avoir une invasion d'un parasite, des champignons. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes connectés? Ça, c'est utilisé depuis nombre d'années, c'est amélioré d'année en année. C'est surtout utilisé pour le mildiou, qui est quand même l'un des trucs principaux. Et ça, en fait, en fonction du cumul de nombre d'heures de soleil, du cumul de température, du cumul de la pluviométrie, on arrive à savoir si on a un risque mildiou ou pas. Et en fonction de ça, on sait l'urgence de traiter ou pas. Donc ça, c'est un vrai outil. C'est ce qui a permis d'éviter le systématique. C'est-à-dire qu'avant, au mois de décembre, on faisait un calendrier de traitement pour l'année. Aujourd'hui, on adapte en fonction à chaque fois de chaque précipitation. Est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller? On traite plus jamais, nous, à dose pleine, parce qu'on a du matériel performant. Donc, on a limité l'emploi de phyto par 3 en 10 ans. Ouais, donc là, on est vraiment dans l'agriculture raisonnée. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est et d'une pour la nature, et deux, parce que les phytos, on les achète. Oui, là, tout le monde y trouve son compte. Ouais, et puis les chauffeurs de tracteurs, on n'en a pas tant que ça. S'ils tournent qu'une fois, c'est bien que ça fonctionne, quoi. Et je vais terminer avec deux choses. J'ai entendu parler également des stimulateurs de défense des plantes, qui s'agirait de produits qui servent à stimuler la fabrication par la plante de molécules qui peuvent nuire aux champignons. L'exemple qu'on peut voir, c'est purin d'ortie, de prêle. Je dirais qu'une bouillie bordelaise serait plus diluée. Et là, il y aurait une certaine efficacité pour diminuer en gros la quantité de cuivre dans les champs. Alors là, on rentre dans la biodynamique qui fait ses preuves assez souvent. Après, ce que moi je note, c'est que ceux qui se lancent dans la biodynamique, c'est des gens qui sont en bio depuis un certain temps et qui sont plutôt brillants, qui ont noté justement les systèmes d'aide à la décision, toutes ces choses-là. Ils en ont même plus besoin parce qu'ils sont très performants. Ils s'appuient sur ça. Alors après, il y a certainement quelque chose de vrai. Après, la biodynamie, c'est quand même un petit peu ésotérique. On a une vigne en biodynamique. On a fait un traitement la semaine dernière pour dynamiser les sols. La matière traitée, donc c'est de la bouse de corne. Et on a traité à 40 grammes hectare sur des doses... Très petite quantité, oui. C'est quoi la bouse de corne? Waouh. Eh ben, tu prends des cornes de vache, tu les remplis de fumier et tu les laisses pendant en gros 6 mois dans le sol. Et après, tu récupères ça. Avant d'utiliser ces 40 grammes de bouse de corne,
On les met dans un dynamiseur qui sera en bois, où il n'y aura pas de plastique et pas d'électricité, pour arriver à dynamiser par système de vortex. Ouais. Après, c'est pulvérisé. Ouais, c'est très ésotérique, comme tu disais, ouais. Ouais. C'est Après, mystique, un peu, non? ouais. J'ai des gars, j'ai des gars qui sont en biodynamie et qui ont des super résultats. Mais en même temps, ils sont très bons sur le reste aussi. D'après l'étude que j'avais pu lire, disait que le produit utilisé seul n'avait pas d'effet, mais bon, associé après à des produits comme la bouillie bordelaise, permettait d'utiliser une bouillie bordelaise moins concentrée. Oui, et ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que le mec qui va faire son purin d'ortie, c'est quelqu'un qui va être proche de sa plante, qui va comprendre sa plante. Là, on rentre dans le bio pur et dur et fort. Faut être brillant. Là, pour le coup, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors j'ai vu que en France, donc on a beaucoup de vignes avec des qualités œnologiques, des qualités au niveau du goût sont intéressantes, et en Amérique et en Asie, ils ont des vignes avec des caractéristiques intéressantes au niveau de la résistance aux maladies. Une des solutions également pour utiliser moins de produits, j'imagine, est de faire des croisements, des hybrides. Donc ça, ce sera un grand débat dans les années à venir. Est-ce que la viticulture française s'autorisera l'utilisation des clones résistants? D'un côté, c'est intéressant parce qu'on ne traitera plus. De l'autre, on coupe un peu avec l'histoire de nos vignobles. Sur les appellations standards ou les appellations d'entrée de gamme, je crois pas que ça posera de problème. Tout le monde sera conscient de l'intérêt d'aller vers ces cépages résistants. Après, sur les grands vins de Bourgogne, j'imagine mal qu'on dise on arrache le chardonnay pour mettre cépage X qui est résistant aux maladies, quoi. Après, est-ce qu'on peut envisager des OGM au niveau des vignes en insérant juste le bon gène dans le bon cépage? Alors là, ce sera un débat encore plus important. Ça. Et là, je suis pas sûr du tout qu'on aille vers ça. Quand on achète une bouteille de vin, il y a une histoire, il y a quelque chose derrière. Et on est en face son consommateur directement. Le paysan qui fait du maïs OGM, il n'a pas son consommateur en face, quoi. Donc peut-être que pour les clones résistants, vu que les consommateurs recherchent de plus en plus des produits qui nuisent pas à l'environnement, peut-être ce sera plus facile de faire passer ces clones résistants à... Faut savoir ce qu'on veut après. Le consommateur, comme dans le vin, comme en reste, veut se donner bonne conscience, mais regarde aussi son porte-monnaie, son intérêt et l'histoire qu'on lui raconte aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui explique que on a des cépages et qu'on fait attention et que tout va bien, il est capable de comprendre. En plus, 80% du vin en France sont vendus sans conseil dans la grande distribution. Il n'y a personne pour expliquer si le vin est bio ou pas. Voilà, je suis pas sûr que le consommateur soit hyper sensible à ça aujourd'hui, quoi. Le consommateur qui veut du vrai bio, il a 25 façons d'aller en acheter par internet sur les salons bio, qui sont des trucs un petit peu élitistes, un petit peu fermés. L'émission se termine malheureusement, et je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à sa création. C'est d'abord grâce à vous, Bruno, que nous avons pu faire cette émission. En particulier, vous nous avez fait découvrir l'importance des sciences dans votre travail. On peut citer par exemple la surveillance du niveau d'acidité ou la surveillance du niveau de sucre, ou encore le contrôle du développement des bactéries nécessaires à la vinification. Nous avons vu également et compris que le métier de vigneron a beaucoup évolué, comme beaucoup de métiers, et en faveur de l'environnement. Nous avons également compris que le métier de vigneron avait beaucoup évolué, et il a évolué en faveur de l'environnement. On a vu la préservation des micro-organismes qui étaient présents dans le sol, qui avait une grande importance, ou encore l'utilisation raisonnée de produits phytosanitaires. On peut se demander si cette évolution va continuer, et grâce à Monsieur Le Borgne, nous avons vu que de nombreux projets sont déjà à l'étude. Par exemple dans la génétique, ou alors l'utilisation de techniques naturelles pour protéger la vigne, comme par exemple nous avons vu l'utilisation d'une algue. Enfin, merci à vous, auditeurs, qui faites vivre cette émission, et pour l'attention que vous avez pu porter à notre projet. On vous donne rendez-vous pour notre prochain EPI. En tout cas, on a appris vraiment beaucoup de choses grâce à toi. Je vais vous faire envoyer du jus de raisin de cépage pour qu'ils voient un peu ce que c'est que du jus de raisin, du vrai jus de raisin. Ah bah ça, ah ouais, carrément même. Ça veut dire quoi du jus de cépage? Ça veut dire du jus qui va ensuite être transformé. Là, par exemple, cette année, on a fait du jus de raisin avec de la LDT, du jus de raisin avec du gamay, quoi. Un blanc, un rouge. Tu vas voir ce que c'est. Là, en termes de sucre, t'as pas l'impression que c'est très sucré, sauf que t'as près de 200 de sucre au litre. Ouais. T'es toujours avec les 3 de pH, en fait, tu retrouves cet équilibre. Mais t'as une grosse acidité. Et puis, ça n'a rien à voir avec les jus de raisin du commerce, quoi. C'est du jus de raisin qui était destiné à faire du vin et qui a été pasteurisé. Faut déjà remercier Monsieur Véret. Bah oui. Ouais,
Bah, pas quoi. Bah merci, ouais, parce que ça, on y a passé du temps quand même, là. Ta journée elle est bien entamée là, du coup. Ouais, bah, c'est bon, c'est férié. Il vous reste du boulot, vous? Ah ouais, nous, il y a encore du boulot, ouais.